Je suis Cecilia Garcia Peñalosa, professeure et chercheure à l'Aix-Marseille School of Economics. Et dans cette vidéo, on va parler de la mobilité sociale. Depuis 20 ans, les économistes se sont vraiment focalisés sur la question. Il y a beaucoup d'intérêt et il y a des aspects qui, je pense, ont poussé cet intérêt. D'un côté, c'est la montée des inégalités. Bien sûr, plus d'inégalités a une signification différente si d'une génération à l'autre, les inégalités persistent beaucoup, ou si d'une génération à l'autre, on a ces changements des positions relatives. Et donc, si on veut évaluer les problèmes potentiels liés aux inégalités, il faut aussi comprendre ce qui se passe du côté de la mobilité sociale. L'intérêt des économistes vient aussi des observations qu'on a faites dans les marchés du travail, plus généralement, et en particulier de ce qu'on appelle la polarisation de l'emploi. On voit que si on pense à l'emploi en ayant trois grandes catégories, des travailleurs non qualifiés, des travailleurs moyennement qualifiés et des travailleurs hautement qualifiés, on a vu une disparition des emplois intermédiaires. Et donc, les économistes ont commencé à se poser des questions sur les implications de ces changements dans les structures du marché du travail. Et une implication ou une question évidente pour nous, c'est de se dire est-ce que ça a un effet sur la mobilité sociale. Quand on parle de mobilité sociale, on doit d'abord définir de quoi on parle. D'un côté, c'est mobilité entre qui? Un concept, c'est la mobilité au cours de la vie d'un individu. On appelle ça la mobilité intragénérationnelle. Un autre concept, c'est la mobilité intergénérationnelle, c'est-à-dire mobilité entre un parent et un enfant qui compare la situation socio-économique de ces deux individus. La deuxième question qu'on doit se poser est mobilité de quoi? Et il y a principalement des approches qui ont été privilégiées d'un côté par les sociologues, d'un autre par nous, les économistes. Les sociologues ont eu tendance à parler des catégories socioprofessionnelles, c'est-à-dire les types d'emplois que les individus vont faire sans regarder leurs revenus. Il y a derrière les classifications qui se font des concepts par rapport au prestige social, au contenu intellectuel, mais même aussi par rapport à la liberté qu'un individu peut avoir dans son poste de travail. Les économistes se sont principalement focalisés sur la mobilité des revenus. C'est-à-dire, je compare les revenus d'un enfant avec les revenus de son père ou la position de cet individu dans l'échelle des revenus. Aujourd'hui, la différence sociologue-économiste est beaucoup plus floue qu'elle était dans le passé. Et dans ce que je vais discuter aujourd'hui, on va voir des travaux des économistes qui regardent les deux types de questions. Il y a un troisième aspect qui est important, qui est la différence entre mobilité absolue et relative. Pourquoi? Si on regarde les revenus d'un père et d'un fils, un cas très simple, on peut dire, bon, est-ce que les fils à 45 ans gagne plus de ce que son père gagnait à 45 ans. Et donc, si on voit qu'il gagne plus, on dira qu'il y a eu de la mobilité positive. Mais on pourra aussi comparer la position dans la distribution des revenus, c'est-à-dire où étaient les pères dans la distribution pour sa génération, pour les individus de son même âge, et où est l'enfant dans cette distribution quand on les compare avec les individus de son âge. Pourquoi est-ce que c'est important de différencier ces deux concepts? Parce que la mobilité absolue, c'est quelque chose qui est toujours positif. Gagner plus que son père ou son parent est toujours une amélioration dans la position économique. Mais avec la mobilité relative, par définition, on va voir des individus qui montent et des individus qui descendent. Donc, on va voir des gagnants et des perdants. Et on peut se poser la question de si cette mobilité
et autant souhaitable. Les économistes ont tendance à dire que la mobilité relative est aussi souhaitable, surtout si elle reflète une distribution sous-jacente des capacités productives des individus, parce qu'elle veut dire que les individus les plus productifs vont être rémunérés le plus, et donc ces changements de position est le résultat de la contribution des individus à la productivité totale. Je voudrais évoquer quelques grandes tendances qu'on observe dans plusieurs pays ces dernières décennies. Donc, d'abord, il faut souligner que plusieurs pays à haut revenu ont témoigné d'une réduction de la mobilité intergénérationnelle. Si on compare des individus nés en 1940 avec des individus nés en 1980, par exemple, on voit que la mobilité était plus forte pour les premières générations que pour celles plus récentes. Un deuxième fait qui est très marquant et qui a beaucoup intéressé les économistes consiste à regarder la distribution de la mobilité sociale, de la mobilité des revenus en particulier au sein d'un pays. Ce que les données nous montrent sont des choses. D'un côté, on voit qu'au sein d'un pays, il y a une énorme diversité. C'est le cas aux États-Unis, qui est un très grand pays, mais c'est le cas aussi en France, où on a des départements où on voit que les individus qui sont nés ont une probabilité beaucoup plus élevée de monter dans l'échelle des revenus que ceux qui sont nés dans des autres départements. La deuxième question est pourquoi? Quelles sont les différences? Il y a 5 facteurs qui sont importants. Un premier facteur est la ségrégation résidentielle. Quand on est dans des endroits où les gens des origines différentes habitent tous ensemble, ils sont mélangés, ils partagent un espace physique, on trouve qu'il y a plus de mobilité sociale. Un deuxième facteur, c'est la classe moyenne. On trouve aussi qu'il y a plus de mobilité quand on a une classe moyenne grande et moins de mobilité quand on a ce qu'on appelle une situation de polarisation où il y a des pauvres, il y a des riches, mais il n'y a pas une forte classe moyenne, une classe moyenne large. Troisième facteur, sont les dépenses en éducation, la taille des classes. Donc les systèmes scolaires et les scolarités publiques jouent un rôle très importante, ça c'est pas très surprenant. On dit souvent que l'éducation est l'ascenseur social et ça continue à être le cas aujourd'hui. Quatrième facteur, les structures des familles. On voit que les communautés où il y a beaucoup de parents isolés sont des endroits où la mobilité est plus faible. Et ce que je trouve intéressant là, c'est que ce n'est pas seulement si un individu grandit dans un ménage avec un parent isolé, mais c'est aussi son environnement. Est-ce qu'il grandit dans une structure sociale où il y a des familles avec des parents ou beaucoup de familles monoparentales? Plus de familles monoparentales ont un impact négatif sur la mobilité sociale. Et un dernier facteur, c'est le capital social. Donc, être dans une structure sociale où les gens s'aident, où il y a des organisations informelles qui interagissent, des soutiens scolaires, des systèmes de garde d'enfants partagés, des groupes de mentoring pour pousser les lycéens à aller plus loin, etc. Et tout ce capital social va être un facteur très important dans la mobilité sociale ascendante. Pour finir, je voudrais parler d'un sujet qui est très proche au concept de mobilité sociale, qui est l'idée de méritocratie. C'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en valeur depuis quelques décennies, et c'est l'idée que dans une société, les positions de responsabilité politique, sociale, économique sont attribuées à ceux qui les méritent, ceux qui ont des attributs qui les font être plus productifs, plus capables de gérer des entreprises ou courir derrière un ballon de foot, peu importe. Et dans ces concepts, il y a une implication de rémunération juste. Il y a l'idée que si quelqu'un a des revenus plus élevés que quelqu'un d'autre, c'est parce que ses capacités justifient ses revenus plus élevés.
Les économistes ont commencé à se poser des questions sur la méritocratie, mais c'est quelque chose qui est abordé de façon beaucoup plus large par les philosophes, surtout, qui se demandent d'abord qu'est-ce que c'est la méritocratie et si la méritocratie est possible. Je vais prendre quelques éléments du débat récent. Donc, un premier élément vient du fait que quand on regarde les systèmes éducatifs, on voit que l'accès à l'éducation, surtout à l'éducation supérieure et à l'éducation d'élite, est très fortement lié à l'origine sociale des étudiants et des étudiantes. Donc, aux États-Unis, par exemple, si on prend les plus grandes universités, on voit qu'on a la même proportion d'étudiantes qui viennent des familles qui sont dans les 60% plus bas de la distribution des revenus. Et on voit que cette proportion est égale au nombre d'étudiants et étudiantes qui sont originaires des ménages les plus aisés. Et c'est vraiment les plus aisés définis d'une façon très étroite, les 1% les plus riches de la population. Donc, 60% d'un côté, 1% d'un autre, et ils donnent les mêmes nombres d'étudiants et étudiantes à ces grandes universités. Ce type d'évidence implique qu'on doit se poser des questions sur si on est vraiment dans un système méritocratique, si on voit que la réussite, au moins scolaire, au moins dans les études, est si fortement liée à l'origine sociale. Mais il y a aussi des questions plus basiques que certains philosophes se posent qui ont à voir avec la question de ce que je mérite ou pas. Si je suis née avec de très bonnes capacités, est-ce que je suis responsable de ça? Si je suis capable de courir très rapidement derrière un ballon, est-ce que c'est quelque chose que j'ai mérité ou est-ce que c'est un aléa génétique qui m'a donné ces capacités? Et la société dans laquelle on vit aujourd'hui a décidé de récompenser très fortement ces capacités. Et donc, il y a certains philosophes qui questionnent le concept de méritocratie et qui disent que la méritocratie est un idéal impossible parce qu'à la fin, il y a tout un aspect aléatoire qu'on doit prendre en compte. Pour nous, comme économistes, ça c'est une question très importante parce que notre vision du mérite et de la justice dans les rémunérations va être derrière les choix qu'on va faire pour la redistribution, donc pour les systèmes d'impôts, que c'est quelque chose de fondamental dans les études en économie.